Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir monsieur. Tu feras une bonne présentation. Alors, bien écoutez, moi j'ai l'honneur de présenter un ami d'enfance, monsieur Guy Goulet, qui va nous parler de comment transformer des résidus miniers en hydrogène vert. Donc, Guy Goulet, chef de la direction chez Ressources Cerro de Pasco. Guy Goulet est ingénieur géologue, diplômé de l'École polytechnique de Montréal en 86, fait un petit bout. Est actif dans le secteur minier depuis plus de 30 ans. Il a inscrit en bourse, financé et a géré plusieurs compagnies minières depuis 1995. Il fut l'embryon de nombreux projets novateurs comme celui de Litos Corporation, la première société à voir le jour dans le secteur du lithium, et de H2O Innovation, la plus importante compagnie de traitement des eaux municipales au Canada. Après avoir redémarré la mine de Zgounder au Maroc, Oui. Zgounder, bon. En 2008 à 2016, Guy a entrepris un projet ambitieux d'assainissement de l'un des plus importantes catastrophes écologiques minières sur la planète, le site Cerro de Pasco au Pérou. Sa société, inscrite en bourse, compte même produire de l'hydrogène vert à partir des résidus miniers. Alors, Monsieur Goulet, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci d'assister. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est la communauté de Cerro de Pasco. C'est à 4400 mètres au-dessus du niveau de la mer dans l'est des Andes au Pérou. Donc, c'est une communauté qui a 67 000 habitants. Donc, c'est une communauté, mais c'est aussi une mine. Vous voyez l'énorme trou. Donc, pourquoi que vous voyez la forme, les maisons si proches du trou? C'est que les Espagnols sont arrivés en 1630. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? C'est faire un shaft que vous voyez ici. Ils ont fait un shaft, donc ils ont fait premièrement une exploitation souterraine. Et les années ont passé, et subitement, ils se sont aperçus qu'ils étaient assis sur la mine, tout comme dans notre ville, Éric puis moi, notre ville natale, Thetford Mines, où ils ont commencé. Comment que ça se passe? C'est quand tu mets ton shaft, mais tu mets la première maison, la maison du directeur général tout près du shaft, tu mets l'école, la cafétéria, l'hôpital, et tu crois la ville comme ça. Et subitement, en 1906, ils se sont aperçus qu'ils sont assis sur la mine. Donc, ils ont commencé à déplacer les maisons jusqu'à les mettre à la bordure du pit, comme vous le voyez là. Donc, Cerro de Pasco au Pérou, c'est très, très emblématique. Ça a été longtemps la plus grosse mine de cuivre, or, argent au monde. En 1916, M. J.P. Morgan, qui a fondé la banque J.P. Morgan, M. J.P. Morgan a fait un investissement extraordinaire à Cerro de Pasco. Et ça s'appelait Cerro de Pasco Copper Corporation. Ils ont listé la compagnie sur la bourse de New York. Je répète, c'était à l'époque la plus grosse mine d'argent, cuivre et or au monde. Donc, c'est une mine qui a été exploitée depuis 1630 sans arrêt. C'est la seule mine qui possède une telle statistique. Ils ont sorti de ce trou, pendant une période de près de 400 ans, ils ont sorti 300 millions de tonnes. Donc, les 300 millions de tonnes, on les retrouve ici. Donc, 75 millions de tonnes, c'est le matériel qui est plutôt blanchâtre, ce qu'on appelle un tailing. C'est le matériel qui a été processé. Qu'est-ce qui est couvert avec des membranes? C'est 104 millions de tonnes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils exploitaient 20 000 tonnes à tous les jours. Donc, c'est une mine qui était exploitée très, très agressivement, 20 000 tonnes par jour. Et ils processaient 13 000 tonnes par jour. Qu'est-ce qu'ils ne processaient pas? Ils envoyaient ça dans ce qu'on appelle des stockpiles. Donc, pourquoi le stockpile, aujourd'hui, il est couvert avec des membranes? L'histoire est un peu triste. Donc, ça, c'était la photo qui est apparue dans le National Geographic au mois de décembre 2015.
Cette photo-là a fait le tour du monde. Donc, le National Geographic est arrivé en 2015 avec des équipes de chercheurs et ils ont commencé à prendre des échantillons un peu partout dans la communauté de Cerro de Pasco. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils ont pris des échantillons de sang, des prises de sang des jeunes enfants, comme la petite fille, la petite péruvienne que vous voyez ici. Et ça s'est avéré que le niveau de plomb, le niveau de bismuth et le niveau des métaux trop lourds était très, très élevé dans le sang des jeunes enfants surtout. Donc, au Pérou, le PIB, 80% du PIB, c'est la mine. Donc, l'économie du Pérou est basée sur la mine. Le Pérou, c'est le plus gros producteur de cuivre au monde, c'est le deuxième plus gros producteur de zinc au monde, c'est le deuxième plus gros producteur d'argent au monde, c'est le huitième plus gros producteur d'or au monde. Donc, quand il y a eu cette parution du National Geographic, alors le gouvernement du Pérou a décidé de donner un budget extraordinaire pour couvrir le stockpile. Donc, le stockpile, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est à 50%. Le stockpile et le tailing sont composés à 50% de sulfure. Donc, le sulfure, naturellement, lorsqu'il est en contact avec l'oxygène et avec l'eau, s'oxyde et crée des eaux acides. Donc, aujourd'hui, Cerro de Pasco, c'est probablement une des pires catastrophes écologiques sur la planète. C'est pas moi qui ai fait ça. Donc, si vous regardez une photo satellite, qu'est-ce que vous voyez dans la zone plutôt verdâtre? Donc, ça, c'est le stockpile. C'est où ce qu'ils ont couvert avec les membranes. Qu'est-ce que vous voyez dans la zone orangée? C'est qu'est-ce qui a été déjà processé, les tailings. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, Cerro de Pasco? On a le permis que vous voyez en jaune. Donc, c'est le permis sur la plus grosse ressource minérale sortie de la Terre sur la planète. Donc, peut-être qu'on pourrait réussir à faire une opération économique et nettoyer la région au complet. Donc, personne ne pensait, en 1906, lorsqu'ils ont commencé à accumuler des stockpiles et rejeter les rejets de la mine dans la zone orangée, personne n'a pensé qu'en 2023, tous les environnementalistes de la planète se dirigeraient à l'occasion à Cerro de Pasco. Okay? Par contre, il faut dire une chose, et c'est ce que j'avais mentionné sur la diapositive précédente. La contamination n'est pas nécessairement toute due à l'activité minière. Donc, la mine a été exploitée agressivement. Cerro de Pasco, c'était la vache à lait du Pérou. On arrive à Cerro de Pasco, même les Péruviens en sont très fiers. Il y a une grande arche et c'est écrit « La capitale mondiale de la mina », la capitale mondiale des mines, Cerro de Pasco. Donc, si vous regardez dans le pit, vous voyez cette ligne blanchâtre avec du minerai grisâtre. Donc, cette mine-là pourrait redevenir la plus grosse mine au monde. Par contre, le pit, il est à l'arrêt pour l'instant. Il ne sera jamais réexploité. Comme je vous ai dit, personne ne pensait en 1906 qu'en mettant autant de résidus si près d'une population de 67 000 habitants attirerait autant de NGOs aujourd'hui. La mine aujourd'hui appartient à Glencore. Donc, Glencore, parfait, je vois ta réaction tout de suite. C'est une compagnie qui ont surexploité des ressources au cours des années. Okay? Chez Glencore, l'administration, la tête de Glencore a beaucoup changé. Ivan Glasenberg n'est plus là. Daniel Maté n'est plus là. Chris Hexdale n'est plus là. Tous ces gens-là se sont retirés pas dans la pauvreté. Okay? Ils sont tous partis. Aujourd'hui, le nouveau groupe de Glencore, je regarde qu'est-ce qu'ils font avec nous. Là. Ils viennent de nous financer. Qu'est-ce qu'on va faire avec Glencore? Ils ont vraiment pris une attitude verte. Le groupe, la tête, les dirigeants sont beaucoup plus jeunes. Je ne veux pas défendre la paroisse de Glencore, mais c'est beaucoup plus propre, les activités de Glencore. Surtout, qu'est-ce qu'on veut faire à Cerro de Pasco?
Et pour eux, ça va être bon parce que Cerro de Pasco, c'est reconnu, c'est connu mondialement. Donc, s'il vous plaît, notez ici, qu'est-ce que vous voyez en rouge, là? Ça, ce sont des eaux acides. Ce sont les eaux produites lorsque l'eau et l'oxygène réagissent avec les sulfures. Donc, qu'est-ce que vous voyez, l'eau rouge qui est là, là? Le pH de cette eau, c'est 1. Donc, vous en prenez une petite cope, puis vous la passez, elle passe à travers le soulier. OK? Donc, tout ce qui est drainé à Cerro de Pasco, tout ce qui est drainé est traité. Vous voyez les eaux plus vertes, ça c'est dans une facilité moderne. Qu'est-ce qui n'est pas drainé? Ça percole. Okay? Donc, pour revenir à l'activité minière, la contamination à Cerro de Pasco n'est pas entièrement due à l'activité minière. Vous regardez dans le pit, là, vous voyez beaucoup de sulfure. Allez creuser un trou là, ou un trou là, ou un trou là, pour aller vous chercher de l'eau. Dans votre eau, vous allez avoir du bismuth, du plomb, vous allez avoir un peu de tout. Donc aujourd'hui, une compagnie comme la nôtre peut peut-être réussir à nettoyer les lieux. On ne le fera pas gratuitement, évidemment. Il n'y a pas personne. Le dommage, il est fait. Okay? Ça a été mis là. Autant qu'il y a 25 ans, 30 ans, on lançait encore notre sac de McDonald's par la fenêtre. On ne fait plus ça aujourd'hui. On lançait notre canne de Coke. Toi, Eric, tu lançais ta canne de bière. Donc, on ne fait plus ça aujourd'hui. Okay? Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il est fait, c'est dommage. Voyons qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, nous, Cerro de Pasco Resources, étant donné qu'on a les droits miniers, on pourrait commencer par ressortir le tailing, le reprocesser. Il y a 2 moulins en haut, là. Ce sont des moulins de flottation. Donc, on flotte les sulfures, on les ramasse avec une espèce de produit chimique, un savon, et on réussit à concentrer, à faire des concentrés et revendre des concentrés. Ça, c'est une opération qui est propre. Donc, qu'est-ce qui a la valeur? Donc, qu'est-ce qu'ils ont processé de 1906 jusqu'à 1992? C'est 75 millions de tonnes à 4 % cuivre, 3,3 % plomb, 8,6 % zinc, 4 onces d'argent à la tonne, puis 3 grammes d'or à la tonne. C'est exceptionnel comment cette mine-là, elle était riche. Okay? Donc, qu'est-ce qu'ils ont retiré? Ils ont réussi à récupérer 60 % du minerai. Donc, qu'est-ce qui reste dans le tailing? Rapidement, on fait un calcul, c'est l'équivalent de 781 millions d'onces d'argent. C'est 15 milliards de dollars de métal dans le tailing. Donc, si on réussit à faire une opération, on peut peut-être s'en sortir à faire une opération payante tout en nettoyant les lieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous vous souvenez, les résidus blanchâtres. Qu'est-ce qu'on va faire? Les résidus blanchâtres, c'est un peu qu'est-ce que vous voyez en orangé ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener une pépine comme ça. On va commencer à faire un trou dans le tailing. Ça va se remplir naturellement d'eau. OK? Et puis là, on va emmener un ponton. Donc, il n'y aura plus d'opération avec la dynamite. Il n'y aura plus de camions. On va amener un ponton et on va pomper. On va créer des bouts. Donc, on va pomper le tailing. Donc, ça existe déjà. Vous allez voir ici, là, on va réussir à créer des bouts et on va pomper les bouts. Donc, il n'y aura plus cette opération de poussière, de dynamite, de transport avec des camions. Donc, on va pomper ça jour et nuit jusqu'aux 2 moulins de flottation qui existent déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réussir à produire un concentré de métaux de base qui va payer l'opération. Okay? Puis on va réussir à produire un concentré de quartz qu'on va revendre qui va payer l'opération aussi. Donc, à la fin, on va rester pris avec un concentré de pyrite. La pyrite, c'est problématique. On l'avait dans nos solages à l'époque. La pyrite, c'est toujours problématique. Donc, on va se ramasser avec un concentré de pyrite. Normalement, qu'on irait mettre
dans une facilité avec des membranes, dans un milieu stable. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? C'est qu'on travaille avec un groupe qui s'appelle le German Aerospace Center, DLR. Ça, ce sont des Allemands, ce sont 10 000 personnes. Ils ont 43 sièges sociaux partout à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de développement durable pour la planète. Autant que les Allemands nous ont fait du trouble à l'époque, ces Allemands-là sont hyper écologiques en ce moment. Okay? Donc, on a créé une compagnie en Allemagne et on va essayer de traiter la pyrite avec qu'est-ce que vous voyez là. Il n'y a pas de nom en français, ça s'appelle un roaster. C'est un grilleur pour brûler la pyrite. C'est fait par les Finlandais, c'est fait par la société Outotec. Donc, qu'est-ce qui se passe en général dans la nature? C'est que la pyrite, qui est FeS2, un fer 2 sulfure, réagit avec l'oxygène et avec l'eau et se transforme naturellement en hydroxyde de fer, en sulfate et en 4 protons d'hydrogène, 4 moles d'hydrogène. Mais ce n'est pas l'hydrogène qu'on veut, c'est l'hydrogène H+. L'hydrogène, qu'on appelle l'hydrogène, l'énergie de l'avenir, c'est H2, l'hydrogène métallique. Donc, en ce moment, à tous les jours qu'il pleut ou il neige, cette réaction-là se fait et produit les eaux acides que vous voyez là. Donc, on vient de réussir la première phase où, avec un prototype, on a pris notre pyrite, FeS2, avec l'oxygène et l'eau, et on a contrôlé la réaction. On a contrôlé le temps, la pression et la température. Et on a réussi à créer FeO3, qui est du fer pur, de l'hématite, qui est du fer pur. Il y a un bon marché pour ça. Et on a réussi à créer H2SO4, de l'acide sulfurique. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui apparaît? H2, l'énergie de l'avenir. Donc, c'est précoce aujourd'hui. Comme quand tu m'as présenté, j'étais le premier dans le lithium à l'époque. C'était précoce aussi en 1996. C'était bon. Notre capitalisation boursière était passée de 500 000 $ à 120 millions en 6 mois. Okay? Donc, H2 ici, si on réussit à faire de l'électrolyse proprement, donc c'est l'énergie de l'avenir. Donc, on a réussi à faire cette première phase où on crée l'acide sulfurique. On le fait de façon verte. La pyrite, elle est brûlée dans un roaster. En ce moment, qu'est-ce qui sort de là? C'est FeO3 avec de l'acide sulfurique. Où vient l'énergie? Donc, la pyrite, quand tu commences à brûler ça, ça n'arrête pas. C'est comme du bois. Tu ajoutes à rajouter de la pyrite. Même la réaction, elle est exothermique. Il faut rajouter plus de la chaleur ici. OK, la réaction, elle est exothermique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? C'est la phase 2, où on va essayer de faire l'électrolyse du H2SO4. Donc, aujourd'hui, on produit de l'hydrogène dans le monde. On produit de l'hydrogène avec de l'eau. Okay? On a besoin beaucoup d'énergie. Ceux qui ont fait de la chimie au cégep se souviennent que l'eau, c'est un lien de covalence, une liaison de covalence qui est une liaison très, 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 très forte. Okay? Comparativement à H2SO4, qui est une liaison ionique, une liaison faible. Donc, théoriquement, ça va demander 7 fois moins d'énergie séparer le H2 du SO4 que séparer le H2 de l'eau. Okay? Le H2 de l'eau, en ce moment, les Chinois le font en passant, ils brûlent du charbon. C'est pas là. Donc, nous, on va le faire probablement avec de l'énergie solaire. Je ne sais pas si on va réussir à le faire à Cerro de Pasco. On manque un petit peu de lumière à la fin. On est pris avec du SO2. Puis on manque un petit peu de lumière à Cerro de Pasco. Il y a beaucoup de nuages et tout. Donc, je ne sais pas si on va réussir à le faire à Cerro de Pasco ou si on devra prendre un pipeline puis descendre ça sur 110 km à raison de 1,5 million de dollars par kilomètre. C'est pas beaucoup pour toute
l'hydrogène qu'on peut produire, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à la fin? On produit du H2SO4. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire l'électrolyse, produire de l'hydrogène vert, ou on peut prendre le H2SO4 et le mélanger avec du phosphate pour créer des fertilizers, des engrais. Okay? Le Pérou, en passant, a beaucoup besoin d'engrais ces temps-ci, spécialement que 100% de leur engrais provenait de la Russie et ils ont coupé à zéro. Donc, qui ont des problèmes d'approvisionnement en engrais. Donc, on peut prendre l'acide sulfurique, mélanger avec du phosphate, faire des engrais. Chaque 1000 tonnes de pyrite processé va donner 15 tonnes d'hydrogène vert. Donc, au bout de la ligne, c'est ça qu'on fait, Cerro de Pasco. On part de la plus grande catastrophe écologique minière sur la planète, ou une des plus grandes catastrophes écologiques minières sur la planète. On va produire des concentrés de plomb, zinc, cuivre qui vont payer en gros l'opération. On va produire des concentrés de quartz. On va essayer de les vendre à l'industrie du verre. On va produire de la chaux, du carbonate et on va produire des concentrés de pyrite. Les concentrés de pyrite, on va essayer de faire, on est capable de faire de l'acide sulfurique. On va essayer de faire des engrais, on va essayer de faire du fer et on va essayer de produire de l'hydrogène vert. Donc, c'est un peu ça. On part, je répète, d'une des plus grosses catastrophes écologiques minières au monde et on fait un noyau de développement durable. Ben, bravo, M. Goulet. On peut s'asseoir ici, jaser. Justement, en passant, ces chaises sont faites à partir de panneaux de Coroplace pour les élections. Donc, c'est un de nos exposants qui est un peu par là-bas. Et sont très confortables. Un petit message publicitaire. Donc, vous pouvez récupérer, j'imagine, à cause que le système industriel que vous utilisiez avant n'était pas aussi précis. Donc, il y a beaucoup de métaux précieux qui se sont retrouvés dans les déchets. Donc, c'est là une partie que vous allez chercher les sous pour le financement. Il faut que l'opération se paye à quelque part. Ben oui, personne ne va le faire normal. gratuitement. Mais c'est parce que, justement, les équipements n'étaient pas assez productifs ou performants. Exact. Il y a deux raisons pour ça. À l'époque, 1906, tu broyais le matériel à 80 microns, 80 mèches qu'on dit. Aujourd'hui, on broie le matériel à 10 microns. Donc, ça permet de libérer beaucoup de métaux, de l'or et de l'argent. OK. Intéressant. Deuxième chose, les réactifs n'étaient pas les mêmes. La façon de récupérer, de gober les sulfures, c'était des technologies de 1906, comme une voiture de 1940 et une voiture de 2023. OK. Écoutez, aussi la situation politique au Pérou, ça brasse beaucoup de ce temps-là. Est-ce que ça vous perturbe beaucoup? Est-ce que vous pensez que ça peut affecter le développement de votre projet? Si vous regardez la télévision, vous allez avoir peur pour rien. Le Pérou, moi j'y vais, je repars demain matin à 9 h pour le Pérou. Vous vous promenez à San Isidro, à Miraflores, je peux laisser ma femme toute seule là, il n'y a pas de danger au Pérou. Le Pérou, c'est un pays, j'apprends en y allant plusieurs fois comme ça, tu n'as pas besoin de gouvernement pour gérer ce pays-là. Donc en ce moment, il y a un problème de gouvernement. Castillo est rentré là en remplacement de dommage Martin Vizcarra, qui était excellent. Il était tellement bon. C'était l'ancien ambassadeur du Pérou au Canada. Il s'est fait prendre pour une petite affaire de 2006. Il a été impeached. Mais les gouvernements au Pérou changent régulièrement, les ministres changent régulièrement. Mais depuis l'establishment de Fujimori, c'est un gouvernement qui était tellement de droite que la bureaucratie s'est impliquée là. Donc, si tu ne payes pas tes impôts au Pérou, puis tu n'as pas de gouvernement, bien, il y a quelqu'un quand même qui va les cogner chez toi pour te collecter. Si tu fraudes, si tu voles, puis il n'y a pas de gouvernement, bien, tu vas aller en prison, il y a quelqu'un qui va aller te chercher. Donc, ce pays-là,
En fin de compte, les ministres, en ce moment, le Congrès est tellement faible que c'est les bureaucrates qui mènent le pays. Puis les bureaucrates ils savent qu'ils doivent aller collecter les impôts des compagnies minières étrangères. C'est riche le Pérou. Quand on dit c'est pas le Pérou, là, c'est une expression, tu arrives à quelque part, puis c'est un peu pauvre. Tu vas dire, ben c'est pas le Pérou ici, c'est tough. Pourquoi qu'on dit ça? C'est à cause que le Pérou est extrêmement riche en métaux précieux, en métaux de base. Donc, la bureaucratie, comme nous autres, notre projet en ce moment, il avance pareil, même s'il n'y a pas de gouvernement. Donc, Castillo est parti, changement de ministre. Moi, je suis allé, ça fait 2 semaines, j'ai rencontré vice-ministre Énergie et Ressources. Je vais retourner là, demain. Puis mardi, je vais rencontrer un autre vice-ministre. Ça change régulièrement, mais la bureaucratie fait que ce pays-là fonctionne quand même. Fujimori, de semble de mémoire, il était japonais. Hein? Oui, moitié japonais. D'origine japonaise, oui, effectivement. Donc, oui. On va poser les questions tout à l'heure. Je vais vous laisser, si ça ne vous dérange pas. On va juste une autre question, puis après ça, ça va être les questions du public. Donc, c'est quand même un projet très ambitieux. Le financement, est-ce que c'est de sources internationales, locales? Quelles sont vos sources de financement pour un tel projet? Donc, le projet d'hydrogène que j'ai montré là, donc on le fait en Allemagne pour des raisons. OK, on le développe en Allemagne pour des raisons. Juste à ouvrir la télévision, vous allez comprendre la relation entre la Russie et l'Allemagne. L'Allemagne, en ce moment, sont tellement en avance dans le développement des technologies d'hydrogène. Ils ont vraiment besoin d'hydrogène vert le plus tôt possible. Je répète, ouvre la télévision, tu vas comprendre tout de suite. Donc, il y a tellement d'organismes en Allemagne pour financer ce projet-là, lorsqu'on va réussir à terminer un business plan, à présenter une PEA. Donc, ces projets-là vont se financer par des institutions naturellement. Donc, en passant, un roaster, comme j'ai montré là, ça vaut seulement 200 millions de dollars. C'est rien. Puis, advenant des résultats favorables, d'études favorables pour ce projet, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des retombées économiques pour le Québec? Bien, pour le Québec, c'est la même chose. Aller à Val-d'Or, aller à Rouen, des tailings, comme j'ai montré là, il y en a plein. Il y en a plein. Du moment qu'il y a de la pyrite, du moment que le procédé va fonctionner, on va être capable de faire de l'acide sulfurique. On est capable de faire l'acide sulfurique. Voyons si on est capable de faire l'électrolyse de façon économique. Donc, la réponse est oui, effectivement. Il y a des centaines de tailings dans le nord du Québec. Tu viens de, en effet, répondre un peu à ma question. Je voulais savoir si on doit avoir certains minéraux qui sont exploités afin que les tailings peuvent être convertis dans l'hydrogène vert. Est-ce que c'est quelque chose qui est générique ou c'est quelque chose qui applique à certains types de mines? L'autre chose que je veux mentionner, c'est que dans le domaine de mines vertes, Canada est un leader dans l'électrification des équipements miniers, incluant Glencore, avec son mine en Onaping Depth dans le nord de l'Ontario, qui est une mine très profonde. On ne peut pas évacuer des émissions des véhicules diesel une profondeur de 2500 mètres. Et ils sont en train de planifier une mine 100% électrique. Deuxièmement, il y a 4 fabricants de véhicules miniers électriques au Canada, dans le nord de l'Ontario. Et j'ai écrit un article sur ça dans mon journal.
OK, OK. Est-ce que, ben, je ne sais pas si c'est une question ou c'est un commentaire que vous me faisiez. La question, c'est que est-ce que il y a quelque chose de générique dans vos procédés avec les tailings ou est-ce que c'est limité à certains types de mines? Donc qu'est-ce que ça prend? C'est limité à certains types de mines. Ça prend la pyrite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mines qui n'ont pas assez de pyrite. Donc, il y a des mines qui sont exploitées et vous vous ramassez avec des tailings. Comme chez nous, à Thetford Mines, notre ville natale, Éric puis moi, il n'y a pas de pyrite dans les tailings. C'est une mine d'amiante. Il y a du magnésium, mais il n'y a pas de pyrite. Donc, il faut que ce soit des mines avec de la pyrite. Donc, quand que je vous ai montré la photo avec le pit, là, tout ce qui était en gris, les zones grises, ça, c'est 85% de pyrite. Donc, lorsque c'est dilué un peu, lorsqu'on sort ça, 20 000 tonnes par jour, donc on se ramasse avec des résidus qui contiennent 50% de pyrite. Donc là, tu donnes des chances à ce projet-là de fonctionner. S'il n'y a pas assez de pyrite, exemple 5 ou 10% de pyrite, probablement que ça ne fonctionnera pas. Donc, certaines mines dans le nord du Québec, ça va fonctionner, comme les mines à Rouyn-Noranda, où il y a beaucoup de sulfure, de pyrite, de pyrrhotite. D'autres mines où il y a moins de sulfure, ça ne fonctionnera pas. On a besoin de sulfure et le pyrite pour être... Pour faire de l'acide sulfurique. Oh. On a besoin beaucoup, beaucoup de pyrite pour faire de l'acide sulfurique. OK. OK? Donc, Cerro de Pasco, il y a 2 places comme ça dans le monde qui ont autant de pyrite. Il y a Cerro de Pasco. L'autre place, ça s'appelle The Pyritic Belt en Espagne. C'est les 2 endroits où, localement, il y a le plus de pyrite sur la planète. Et étant donné que vous avez des contacts avec Glencore pour la mine, est-ce que Glencore est déjà impliqué dans l'électrification des mines au Canada? Est-ce qu'on pense qu'on peut encourager Glencore de faire une prochaine étape vers le développement durable? Donc, si vous allez sur notre site web, vous me dites si je demande des contacts. Moi, je vais à Bar, le siège social de Glencore en Suisse. Je vais là régulièrement. Okay? Moi, en ce moment, Glencore, là, leur réputation mondiale, je la mets de côté. Les relations que j'ai avec eux, c'est extraordinaire. C'est vert, c'est bien. Okay? Si vous allez sur notre site dernièrement, le projet, pour amener ça vers une PEA, c'est Glencore qui va nous le financer. Okay? Donc, autant qu'ils ont such a reputation, moi, ça va bien en ce moment avec Glencore. Si je vis avec ma propre expérience avec Glencore, ça va bien avec eux. Ça va? J'avais une question sur la boue qui sort de l'espèce de bateau. C'est-tu juste la terre et de l'eau? C'est quoi les composantes un peu? Donc, c'est le tailing. C'est les rejets de mine. Donc, quand tu sors ton minerai, tu fais de la flottation. Okay? Tu crées de la boue dans une cuve, puis là, tu envoies des bulles. Puis selon l'intensité que tu donnes, ben, tu vas réussir à flotter tes métaux lourds qui vont se ramasser en haut dans une espèce de, comme j'ai dit, c'est une espèce, ça fait comme un savon. Ce sont des regions. Puis là, tu passes un balai là-dessus. Puis tu ramasses tout ça. Puis tu vas faire un concentré, mais il va te rester de la boue qui a été mélangée avec des produits chimiques. C'est ça que tu vois. Donc, ça fait une espèce d'argile. OK, ouais. Okay. C'est quand Donc, même un niveau de toxicité. c'est toxique. Ouais. C'est toxique. C'est contrôlé, OK? À Cerro de Pasco, mais qu'est-ce qui est dans le stockpile puis qui est dans le tailing? C'est drainé, puis c'est dirigé vers où tu vois la zone d'eau rouge, là. Et ensuite de ça, c'est traité. Il y a un coût énorme pour traiter les eaux usées. Donc, idéalement, notre solution, à 10 000 tonnes par jour, dans 18 ans,
il n'y en a plus de cet état-là. On a tout reprocessé, on a transformé en acide sulfurique et en hydrogène vert, en métaux de base, en quartz, en chaux. Comprends-tu? Toute la composante, on la défait, on la revend ou on la reprocesse. OK, mais c'est pas, ça doit être une autre organisation qui s'occupe du traitement d'eau usée et tout. C'est pas vous autres. En fait, c'est ceux qui exploitent la mine, c'est Volcan, qui sont détenus à 80% par Glencore. Donc, c'est eux autres qui traitent les eaux usées. Donc, c'est pour ça qu'il va avoir une affinité tôt ou tard avec nous, là. De toute façon, c'est mieux comme ça parce que Volcan ils ont déjà des permis. C'est un des plus gros producteurs de zinc en Amérique du Sud. Donc, ils ont les permis un peu partout. C'est compliqué, les permis au Pérou. C'est très, très, très protocolaire. Au Pérou, tu es fonctionnaire, puis tu vois un projet comme le nôtre, c'est ça que je disais au ministre Économie et Finances. Tu vois un projet comme le nôtre, puis je lui dis au ministre Économie et Finances, je ne connais pas un projet sur la Terre qui réunit autant de conditions gagnantes. Donc, on prend une des pires catastrophes écologiques minières au monde, on recrée 5 000 emplois, parce que la mine que tu vois là, il y a 67 000 habitants, puis la mine en ce moment emploie seulement 500 personnes. Donc, on recrée 5 000 emplois. Ce 5 000 emplois à Cerro de Pasco, c'est 5 000 emplois indirects aussi. On assume le coût des eaux acides. Dans 18 ans, il n'y a plus d'eau acide parce qu'on a tout reprocessé, les stockpiles et les tailings. Nos actionnaires sont heureux parce que notre titre va performer. Le gouvernement est content parce qu'il n'a plus à assumer le coût des eaux acides. Puis on devrait tirer des profits extraordinaires de cette exploitation-là. Donc, au Pérou, c'est 28,5 d'impôts. Donc, à chaque année, ça va être 28,5 millions de dollars parce qu'on risque de faire 100 millions US de profit avec cette opération-là. Donc, on va envoyer ça. Donc, tout le monde est heureux, en fait. Tout le monde. On va produire de l'hydrogène vert, on va produire du fer, on va produire de l'acide sulfurique qui est nécessaire pour faire des engrais. C'est un projet qui a des conditions gagnantes partout, partout, partout. Une autre question? OK. Est-ce que vous pensez que votre projet, à long terme, encouragerait de juste continuer à miner et à déposer des minerais comme qu'on faisait avant? Ou est-ce que vous avez comme un plan d'implantation que l'hydrolyse se ferait récupérer automatiquement? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, retourner dans le pit, là, c'est ça que Glencore me dit. Glencore, leur mission, c'est faire de l'argent. Ouais. OK? C'est la 30e plus grosse compagnie au monde. Si tu regardes leur état financier cette année, les dividendes payés, là, ça fait peur, l'argent qu'ils font. Donc, Glencore, normalement, ils n'ont pas de pitié. Leur mission, c'est faire de l'argent pour leurs actionnaires. OK? Dans le cas de Cerro de Pasco, ils pourraient retourner dans le pit. Mais ils ne le feront pas. Puis ça, le numéro 3 chez Glencore, Nick Popovic, il me dit, Guy, à toutes les fois qu'on parle de repartir cette opération-là, ils montent 5 autobus bien pleins d'environnementalistes à Cerro de Pasco juste parce qu'on s'appelle Glencore. C'est too bad pour eux autres, mais c'est une réalité. Mais je veux dire, tu sais, admettons qu'il trouve une autre source de minerais, il dit on va faire comme on a fait dans le temps à Cerro de Pasco, puis là, on a un projet comme la vôtre, fait qu'on s'en fout s'il y a des minerais, des métaux lourds rejetés, parce qu'on peut juste les récupérer à la fin. Est-ce que vous avez peut-être comme un mode d'implantation pour qu'avant que tous les minerais soient rejetés, on récupère déjà comme à 100% les métaux lourds? Donc, là, gars, je ne me mets pas dans la peau de Glencore, mais moi, je suis embarqué dans ce projet-là, ça fait 4 ans. L'essence du projet, c'est parce qu'il y avait ce côté environnemental-là. OK? Donc, pour Glencore, ils ont 2 moulins qui sont là, qui sont à moitié morts. Là. Ils roulent à 2000 tonnes par jour alors qu'ils roulaient à 13 000 tonnes par jour, comprends-tu? Donc, qu'est-ce que Nick Popovic me dit? Il dit, Guy, il dit, on ne tournera pas dans le pit. Il dit, il y a un seul projet qu'on va faire à Cerro de Pasco. Il dit, c'est le projet avec vous autres. Puis pour eux, là, c'est bon, comprends-tu? C'est vert. C'est rare que tu entends Glencore faire un projet aussi vert, là.
En plus que Cerro de Pasco est très emblématique, étant donné l'historique de cette mine-là. Donc, à savoir si, admettons qu'on ne développerait pas la technologie, peut-être que ce n'est pas leur mission de développer la technologie. Mais nous autres, on est une petite société, comprends-tu? On va se faire connaître parce qu'on développe, on exploite une mine de façon très, très spéciale, en essayant même de produire l'ultime hydrogène vert qui va être l'énergie de l'avenir. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, madame. Alors, M. Goulet, un gros merci de votre présentation. C'était très intéressant. On a appris beaucoup. C'était bien fait, oui. Puis je pense qu'il y a un beau potentiel. J'espère que votre projet va aller de l'avant prochainement aussi. D'ici combien de temps, à peu près, vous pensez être en opération? Pirou, tu sais pas. Je sais pas. C'est ça que mes actionnaires, ils disent, Guy, tu nous as dit 3 semaines. Tu nous as dit 3 semaines. Ça fait 3 mois. Puis même si je leur dis 3 semaines encore, on ne le sait pas au Pérou. C'est comme ça. Bon, bien, bonne chance. Merci, Eric. Merci de l'invitation. Merci d'être là.